formatrice depuis 2015 et j'ai choisi de me professionnaliser dans l'animation donc depuis 2 ans maintenant. J'ai découvert l'association NQT entre-temps qui m'a finalement bien aidée pour orienter mon projet professionnel puisque aujourd'hui je suis auto-entrepreneuse et je suis également en service civique à la mutuelle des étudiants. Aujourd'hui, je travaille donc à la mutuelle des étudiants auprès des jeunes. Donc je vais en soirée à Toulouse et sur des endroits, des bars en fait, des lieux festifs où les jeunes consomment de l'alcool et autres. Et je leur propose ce qu'on appelle des outils RDR, donc des éthylotests, etc. Et j'interviens également dans les lycées, dans les classes de seconde pour faire de l'éducation sexuelle et, et d'autres actions sur les réseaux sociaux. L'association NQT, je l'ai découverte dans un salon. Je rentrais dans les cases entre guillemets de NQT puisque pour intégrer les filiales d'NQT, il faut avoir un bac+3 et avoir plus de 18 ans et avoir moins de 25 ans aussi. Donc je rentrais dans les cases et effectivement j'ai été mise en relation avec mon parrain qui est toujours en contact avec moi aujourd'hui au bout de plus d'1 an. Cette association met en relation des filleuls donc, et des parrains. Les parrains sont des salariés qui sont dans le milieu de l'entreprise, qui nous accompagnent pour nous aider dans notre recherche d'emploi, dans nos outils de recherche d'emploi, donc l'aide de motivation, CV. Ils nous entraînent sur des entretiens, etc. Je pense pas que ce soit normal. Je pense que ceci devrait être intégré finalement à l'université. Enfin, peut-être dans un cursus à l'université ou dans les écoles supérieures, de manière à ce qu'on soit pas lâché comme ça dans la nature. Aujourd'hui, j'espère pouvoir poursuivre mon parrainage et le terminer pour que d'autres jeunes puissent bénéficier de cet accompagnement parce que le but c'est de pouvoir quand même être autonome entre guillemets et pouvoir partir avec une boîte à outils qui nous permette de, de survivre dans le monde de l'entreprise, on va dire. Mais pour l'instant, je me sens pas forcément capable de pouvoir en sortir d'ici quelques mois. Je pense que ça va être plus long. 4, 5 mois peut-être, à peu près. J'espère, ça dépendra aussi de la situation sanitaire et des opportunités. Oui, ça peut être un tremplin, surtout dans cette période de crise. Quand on est seul et que on n'a personne à qui parler de nos problèmes de voilà d'emploi et de difficultés financières, finalement, ça peut être aussi le cas. C'est vrai que cette association, comme d'autres, parce qu'il y en a d'autres également, peuvent vraiment être un soutien aussi moral, pas seulement un tremplin, mais un soutien moral à ce moment-là. En fait, on se retrouve dans une situation où les jeunes font des remplacements finalement, des petits boulots, voilà, des remplacements de titulaires qui, eux, restaient chez eux parce qu'ils avaient peur de contaminer leurs proches ou qu'ils avaient peur du virus, tout simplement. Donc, oui, on a été peut-être plus à risque à un certain moment, en tout cas, je pense. Oui, totalement, puisque pendant donc, cette crise, effectivement, j'ai songé à me réorienter. Et finalement, NQT m'a soutenue en me disant que non, il ne fallait pas que je me réoriente, que j'avais des vraies convictions de travail et des valeurs
des valeurs que je pouvais, que je pouvais continuer dans mon métier de l'animation. Et heureusement, je veux dire, merci à eux en tout cas de m'avoir poussé dans ce secteur-là qui me plaît en fait depuis toujours. Parce que sinon, je serais passée à côté de beaucoup de choses réellement. Donc, euh, cette association m'a aussi permis finalement de garder confiance dans mes envies et dans mes opportunités de travail. Bien, écoutez, bienvenue à tous après ce très beau témoignage de Natacha Baraguet qui ouvre cette table ronde sur les emplois, créer de nouvelles opportunités dans le cadre de cet événement, comment éviter une génération sacrifiée. On attend vos réactions et vos questions évidemment pour pouvoir en débattre. Et alors avec moi, je suis chanceuse et honorée d'accueillir Sylvain Hyde, qui est le chef de l'emploi à Airbus pour la France. On l'a en anglais, Head of Employment. Pour la France. On a aussi également Serge Lemaître, qui est le directeur régional Occitanie de Pôle emploi. Donc, il nous parlera du formidable travail que fait Pôle emploi par rapport à l'insertion des jeunes dans notre belle région. Nous avons aussi la chance d'accueillir Mélanie Luce, qui est présidente de l'UNEF et qui portera la parole des étudiants en tant que jeune engagé dans la vie politique en tant que représentant d'un syndicat important. C'est très bien. Et finalement, nous terminerons avec une touche d'optimisme, je dirais, avec Gilles Van de Caveille, qui représente le groupe ICAM et qui a l'expérience à travers son activité à l'ICAM, justement de donner des formations à des jeunes qui à la base n'en avaient pas. Bien, alors après ce tour d'horizon de nos invités, je vais faire un propos liminaire afin d'introduire cette table ronde et je donnerai la parole ensuite dans l'ordre que j'ai annoncé à nos invités. À l'issue de quoi nous aurons peut-être un échange entre nos invités s'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ont dit. Et puis on vous donnera la parole et on essaiera de répondre à vos questions. Donc, pour cadrer un peu la table ronde, il faut bien voir que notre pays va connaître donc une augmentation du chômage. Ça, c'est l'effet inévitable de la crise économique qui va suivre donc la crise sanitaire. Et on peut s'interroger sur le sort des jeunes dans cette situation-là. Pourquoi? Alors déjà, en régime de croisière, le taux d'emploi des jeunes Français est très inférieur à celui de nos partenaires européens ou même américains, donc notamment des Danois, des Britanniques, des Allemands. Et la raison de cette faiblesse, de notre incapacité ou inadéquation donc, pour joindre une activité professionnelle, elle tient en deux parties. La première, en fait, c'est que les jeunes Français n'ont pas la culture du job d'étudiant du tout. Et donc, ils sont très peu nombreux, en fait, à travailler en parallèle de leurs études, très peu quand ils sont au lycée et pas tant que ça quand ils sont étudiants. Ils ne le font que vraiment quand c'est dramatique. En fait, c'est quand ils n'ont vraiment pas le choix. C'est pas le cas dans les autres pays européens. C'est un handicap quand on doit rejoindre le marché du travail, quand on n'a absolument aucune expérience du monde de l'entreprise, qu'on s'y est pas frotté. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, que les pouvoirs publics devraient essayer de corriger et encourager en cela par l'éducation nationale. La deuxième raison pour laquelle le taux d'emploi des jeunes est plus faible qu'ailleurs, c'est qu'on a une catégorie de jeunes, ils sont près d'1 million en France, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. On les appelle les nets. Et cette catégorie, évidemment, est beaucoup plus problématique que la première raison, parce que la première raison, ça peut se résoudre dans le temps. Celle-là, c'est plus compliqué. Alors du coup, et c'est en fait la seule chose qui unit la jeunesse française, c'est ce manque d'expérience professionnelle quand ils sont jeunes. À part ça, ils sont extrêmement hétérogènes. Les jeunes, ils sont aussi hétérogènes que la population elle-même. Et donc, par exemple, si le chômage des jeunes est plus élevé que celui de la population générale, en fait, c'est le double, il faut décomposer ce taux par niveau de diplôme. Et donc,
le taux d'emploi des diplômés du supérieur, qui est à peu près de 80% 3 ans après l'obtention du diplôme, il est comparable à celui des actifs plus expérimentés. Par contre, on passe à 30%, vous vous rendez compte l'écart, c'est 50 points d'écart, si vous n'avez pas dépassé le collège en termes d'éducation. C'est évidemment massivement le cas des nets, ils sont 42% à ne pas avoir dépassé le niveau collège. Parmi ces nets, donc, sont surreprésentés, c'est pas une surprise, hein, des jeunes donc sans qualification, issus de l'immigration, ayant des parents au chômage. Voilà, alors entre la contraction de l'offre, l'arrivée simultanée de deux cohortes, on aura celle de 2020, il était 750 000 jeunes à arriver sur le marché du travail, celle de 2021, il va y avoir des frictions, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude pour cette génération Covid-19. Et l'expérience qu'on a de 2008, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que ça va se faire par le biais de conditions salariales un peu dégradées, et par ailleurs que les jeunes sans diplôme, une fois de plus, c'est pour ça que j'insiste, seront plus impactés. Pourquoi c'est choquant? C'est choquant parce que notre pays, en fait, se distingue par un système scolaire extrêmement inégalitaire. Nous sommes, par exemple, les pires de l'OCDE en matière d'inégalité pour l'apprentissage des sciences, où on n'est pas très bon en plus. Et donc, cette crise sanitaire n'a rien arrangé. On a vu qu'il y avait beaucoup de drop-out, c'est-à-dire des gens qui décrochaient de l'école du fait de la fracture numérique. Donc, évidemment, c'est toujours dans les milieux les plus modestes que les parents ne peuvent pas aider les enfants et où il n'y a pas d'ordinateur. Donc, on voit bien que la crise sanitaire va encore, à mon avis, en rajouter une couche en termes d'inégalité scolaire. Outre l'origine sociale, qui est souvent épinglée, il y a un autre critère qui passe beaucoup plus inaperçu, et je pense qu'on a tort, qu'on devrait tirer la sonnette d'alarme, c'est le sexe. On s'aperçoit donc que dans l'échec scolaire, les garçons sont surreprésentés par rapport aux filles. Il y a 10 points d'écart, notamment pour le baccalauréat. Donc les filles, elles sont 60, si on prend une cohorte qui a le baccalauréat, 60% c'est des filles, 40% c'est des garçons. C'est pareil pour les diplômés du supérieur. Et donc, sans surprise, depuis 2008, la courbe de chômage des femmes est passée en dessous de celle des hommes, et je vois aucune raison pour laquelle ça serait différent en 2020. Donc, avec le plan Un jeune, une solution, on a l'impression que le gouvernement a pris la mesure de cette hétérogénéité et souhaite y apporter une réponse. Moi, je suis convaincue que le gouvernement, je ne vais pas faire des procès d'intention, a une intention louable d'essayer de prendre en compte cette hétérogénéité. Le problème, on peut vraiment se poser la question de ce qu'il en est capable. Et je suis d'ailleurs très heureuse hein, que nous ayons un responsable de Pôle emploi, parce que avant la crise, on s'était aperçu hein, qu'il y avait des secteurs sous tension, donc il manquait de salariés dans la restauration. Ce n'était pas forcément des emplois très qualifiés en plus, donc on aurait pu imaginer que les nets, par exemple, puissent remplir ces emplois. Et en fait, Pôle emploi n'a pas réussi à l'époque, en tout cas, à appareiller correctement demandeurs d'emploi et ses offres. Donc, il y avait des restaurants, par exemple, qui fermaient faute de salariés. Par ailleurs, l'éducation nationale, et ça c'est bien plus grave, c'est une espèce de monolithe sans fenêtre qui ignore complètement le monde de l'entreprise et qui est incapable de gérer la diversité. Alors, je prendrai un seul exemple. Pour moi, c'est très choquant qu'à l'heure où on a des, quand on allume sa télévision, on a un programme qui est fait sur mesure pour nos goûts. C'est pareil en matière donc d'éducation sur Internet. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Donc, l'algorithmique permet vraiment d'avoir quelque chose qui est extrêmement fin en termes d'accompagnement des consommateurs dans la culture ou la consommation. Et cet outil-là, on peut vraiment s'interroger pourquoi il n'est pas saisi par l'administration française, notamment l'éducation nationale, qui est quand même très centralisée, pour suivre, mais alors en continu et de manière personnalisée, le progrès de chaque élève français. On sait très bien que les décrochages se font très tôt, dès la maternelle, dès le primaire. Ils sont tout à fait prévisibles. Les garçons, je répète, sont surreprésentés, en particulier ceux des milieux défavorisés, et on peut espérer, évidemment, donc qu'on s'attaque à ce problème sérieusement, et pour ça, ça veut dire faire la prévention. Heu, donc pour terminer, moi je pense que, ces décrochages qu'on doit déplorer, et c'est vraiment sur ces cas-là qu'il faudra se pencher le plus sérieusement si on veut éviter la casse sociale. En plus d'être injustes, ils sont inefficaces parce qu'ils privent la société française de talents qui ne s'épanouissent jamais, et on a vu, et j'ai trouvé ça très touchant dans le témoignage de Natacha Baraguet, que l'origine sociale, le fait de ne pas avoir de réseau par exemple, et ça les jeunes dans le sondage qu'a fait faire le Cercle des économistes en ont tout à fait conscience, ils sont parfaitement intelligents, parfaitement lucides, ils disent dans 70% des cas, si on n'a pas de réseau, on s'en sort pas. Et
ça, c'est une réalité française. Donc, il y a quelque chose à corriger parce que notre système français est totalement injuste et donc, de ce fait, en même temps, inefficace. Voilà, alors là-dessus, je vais passer la parole à notre euh, merveilleuse intervenante d'Airbus, puisqu'Airbus est une entreprise évidemment multinationale, mais c'est aussi une entreprise très implantée en Haute-Garonne, entre autres. Et donc, comme votre expérience, c'est l'emploi, on est très curieux de vous entendre. Je vous donne la parole donc pour 5-6 minutes. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, le développement des jeunes, c'est un sujet qui nous a toujours tenu à cœur à Airbus. Et je voulais commencer avec 4 illustrations de cet engagement. D'abord, notre politique d'accueil de ce que nous appelons les early careers, donc les apprentis, les stagiaires, les VIE, les CIFRE. Bon an, mal an, en France, nous accueillons près de 2500 étudiants, dont 900 alternants. Ça nous permet de nous constituer un vivier de candidats potentiels qui correspond à nos futurs besoins de recrutement. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, nous accueillons en priorité des alternants qui préparent des diplômes en lien avec nos compétences techniques clés. Et à la fin de leur alternance, nous invitons nos jeunes à un job dating qui s'appelle Carnet de vol pour leur proposer des offres au sein d'Airbus, mais aussi au sein de l'entreprise étendue. Après, je voulais également mentionner nos lycées, le lycée Henri Potez chez Stelia et surtout le lycée professionnel d'Airbus, dont nous avons fêté les 70 ans. Je ne veux pas oublier non plus le campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique et du spatial en Occitanie, qui veut en fait favoriser une meilleure articulation entre les pôles de formation, de production et de recherche. Renforcer également l'attractivité de notre secteur et la visibilité des filières de formation. Et après, bien sûr, l'insertion professionnelle et l'employabilité. Et après, plus globalement, nos partenariats avec les écoles et les universités, avec la délivrance de cours, des études de cas, des conférences techniques, l'organisation d'événements ou de visites d'usines, et également une coopération avec les universités dans les domaines de recherche communs. Ces partenariats, ils sont reflétés dans le versement de notre taxe d'apprentissage qui nous permet de participer au financement des écoles partenaires, que ce soit au niveau du groupe ou des différentes divisions, et aussi de soutenir des actions d'influence plus locales avec des lycées de proximité et nos initiatives de diversité en matière de féminisation, de handicap, de quartiers prioritaires. À titre d'exemple, sachez que chaque année, nous avons pour objectif de recruter 30% de jeunes diplômés à hauteur de 25% sur ce qu'on appelle les métiers émergents et en recrutant à peu près 30% de nos anciens early career, histoire en fait de capitaliser sur ce vivier. Alors vous me direz, oui, mais ça c'était le monde d'avant la crise sanitaire liée à la pandémie, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et oui, la crise a affecté les 3 divisions du groupe à des degrés divers. La plus violemment touchée étant évidemment plus commerciale, hein, avec l'arrêt quasi total du transport aérien en France et dans le monde. Et c'est vrai que l'une des premières mesures qui a été mise en œuvre a concerné et touché l'emploi, avec notamment le gel des recrutements permanents et également un ralentissement de notre politique de pré-emploi. Après, comme vous le savez sans doute, les mesures gouvernementales d'urgence et le plan de soutien à l'aéronautique, nous avons été obligés de mettre en place un plan d'adaptation qui touche. Donc oui, indéniablement, la crise sanitaire a bouleversé nos prévisions d'accueil des jeunes en 2020 chez Airbus, mais pour autant, nous avons vraiment voulu conserver une politique early career forte et nous avons quand même réussi à accueillir plus de 1700 jeunes cette année, dont près de 600 en alternance. Alors heureusement, la sortie de crise se profile, même si c'est plus tard que ce qu'on espérait. Mais maintenant, avec la mise au point d'un vaccin et la perspective de campagne de vaccination massive, nous avons vraiment l'espoir de voir le trafic aérien et donc notre activité reprendre, même si nous pensons que nous mettrons plusieurs années avant de retrouver une situation similaire à celle de 2019, ce qui fait que nos perspectives d'emploi et de pré-emploi pour 2021 seront dans la lignée de 2020. Mais plus globalement, moi, le message que je voulais vous passer, c'est que pour moi, il y a quand même des opportunités. D'abord, avec la reprise, nos ambitions et convictions restent les mêmes, hein. Nous voulons rester un leader international à la pointe de la technologie, avec la R&D, l'innovation, notamment avec l'avion à zéro émission,
investir sur les compétences et la formation aussi bien de nos salariés que des jeunes, demeurer un employeur de choix, notamment pour les jeunes, avec une forte responsabilité sociale et environnementale. C'est pour ça que notre politique vis-à-vis des jeunes, elle continuera à porter d'abord sur nos métiers cœurs en ingénierie et en production, sur nos métiers critiques et émergents, en lien avec notre stratégie de compétences, et sur l'optimisation de ce vivier de jeunes dont j'ai parlé. Et la deuxième opportunité pour moi, elle se dégage des défis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit en France d'ailleurs ou en Europe. Et je veux parler, au-delà de la crise sanitaire et de ses impacts, des défis donc, climatiques et environnementaux, avec l'empreinte carbone, l'avion vert, etc. Défis technologiques, vous l'avez cité, donc tout ce qui est autour de la digitalisation, l'analyse des données, la cybersécurité, l'usine du futur, l'intelligence artificielle. Et enfin le défi démographique, avec notamment la faible attractivité de nos métiers chez les jeunes et chez les jeunes filles. Et pour finir, je voulais citer le pacte européen sur les compétences qui a été lancé en novembre dernier et qui notamment a retenu le projet de l'industrie aérospatiale et de défense. Parce que ce projet, il veut en fait mobiliser l'ensemble des acteurs pour accélérer cette transition écologique et numérique. D'abord en identifiant les compétences nécessaires pour surmonter ces défis, en favorisant la formation et la reconversion, et en attirant les talents dans notre secteur. Donc pour conclure, moi je ne peux vraiment que vous engager à vous renseigner sur les métiers de demain, les filières de formation et les parcours qui y conduisent, de manière à vous y former et à saisir en temps voulu les occasions qui, j'en suis sûre, ne manqueront pas de se présenter, aussi bien dans l'industrie aéronautique et spatiale que dans les autres secteurs. Merci beaucoup pour d'abord cette présentation extrêmement intéressante des activités Airbus en direction de la jeunesse, qui effectivement est la force vive du futur. Et puis pour cette note d'espoir, je suis d'accord, l'État, enfin l'Union européenne a préservé l'essentiel appareil productif, ça va redémarrer. Et donc voilà. Et d'ailleurs, les jeunes en ont bien conscience, c'est ce que montre le sondage. La plupart d'entre eux pensent qu'ils vont effectivement pouvoir rebondir. Ce qui est préoccupant, je pense, c'est plus la fracture sociale qui existe dans notre pays. Alors pour peut-être parler justement de cette difficulté de certaines jeunes, je vais donner la parole donc à Serge Lemaître qui nous fait l'amitié d'être là maintenant et qui va donc s'exprimer sur ces questions-là, peut-être en France, mais aussi plus particulièrement sans doute en Occitanie. Merci, merci Serge. Merci Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez dit, Mélanie, pas mal de choses déjà sur l'emploi des jeunes. Vous dire qu'en Occitanie, le nombre de demandeurs d'emploi jeunes inscrits est d'un peu plus de 97 000. Et il a augmenté en 12 mois d'un peu plus de 6%, alors que les demandeurs d'emploi en général, l'augmentation a été de 4%. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette crise qu'on traverse là a touché plus particulièrement les jeunes. Et juste dire un mot avant, dans le monde d'avant, alors le monde d'avant c'est l'année dernière, entre 2018 et 2019, quand le chômage était en baisse, au niveau national et en Occitanie, on avait la diminution du nombre de demandeurs d'emploi en Occitanie, tout public était de 2%, et la diminution du nombre de demandeurs d'emploi des jeunes était de 4%. Ça veut dire que dans une phase de croissance, dans laquelle on était il y a 1 an et demi, c'est les jeunes, le chômage des jeunes qui diminuait le plus fortement. Et là, aujourd'hui, c'est les jeunes qui, dans cette crise, sont les plus percutés. Pourquoi? Parce que, quand vous avez regardé les chiffres qu'a sorti l'INSEE, sur les presque 700 000 destructions d'emplois que l'on a eues sur le premier semestre 2020, c'est essentiellement l'intérim, les contrats à durée déterminée, les emplois saisonniers qui ont été impactés, qui ont été détruits. Or, même si on a un taux des jeunes, d'employabilité des jeunes qui est plus faible qu'au niveau européen, c'est quand même ce type d'emploi, l'intérim, les contrats à durée déterminée, sont une première marche pour les jeunes sur le marché du travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette marche étant tombée, on se retrouve devant cette situation d'un volume plus important de jeunes. Il n'y a pas de modification, hélas, sur les caractéristiques des publics et sur les causes de ce chômage. Avec peut-être un point particulier dans la période, c'est sans doute la précarité financière des jeunes qui s'est accentuée, liée
hein, à ces pertes d'emploi saisonniers, CDD, qui permettaient également d'assurer un revenu. Et là, je pense que si on fait un petit parallèle avec le chômage des jeunes qui existait auparavant, on a sans doute une précarité financière plus importante, ce qui n'est pas sans poser de difficultés dans la recherche d'emploi. Deuxième point que je voulais souligner, mais vous en avez parlé, c'est qu'effectivement, on n'a pas devant nous un public jeune homogène. Il est hétérogène. Vous avez cité dans le spectre des jeunes inscrits les deux familles les plus éloignées, hein, les jeunes diplômés dans des secteurs qui recrutent et qui sont mobiles et qui auront ou qui n'ont pas ou peu de difficultés pour trouver un travail, qui ont besoin effectivement d'avoir un appui, un réseau, mais qui vont aller assez vite. Et puis à l'autre bout de l'échelle, vous avez les publics les plus en difficulté, ce que vous appelez les NEET, hein, des personnes qui sont sans emploi, sans formation et qui sont effectivement aujourd'hui dans une encore plus grande précarité, puisque la crise, une crise économique, comme d'habitude, ça accentue, ça aggrave les inégalités entre les publics. Vous avez juste oublié entre ces deux types de publics, alors une troisième catégorie de jeunes qui sont plutôt avec un niveau bac plus 2, bac plus 3, donc avec un diplôme, mais qui ne correspond pas aux besoins du marché du travail. Donc vous avez là, et c'est ce public que je vous ai écrit, ces trois types de publics, effectivement, ce sont des publics qui n'ont pas évolué. J'aurais pu vous les décrire il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça veut dire également que les réponses à apporter à ces publics sont très différentes et doivent être vraiment adaptées. Troisième point sur lequel je voulais revenir, puisque ça a été posé un petit peu au début du débat, et ça concerne ce plan Un jeune, une solution, et vous en avez parlé, Mélanie. Est-ce qu'il va assez loin? Et est-ce que les mesures qui sont prises est-ce que ce ne sont pas des mesures d'urgence et de court terme? Peut-être dire 2 mots, et plus d'ailleurs, même si on pourra peut-être dans le débat y revenir, sur le contenu de ce plan Un jeune, une solution. Il y a 3 volets précis. Le premier volet, c'est des mesures pour faciliter le recrutement des jeunes. C'est les mesures incitatives pour que les entreprises recrutent des jeunes, la prime de 4 000 €, la prime à l'apprentissage. Donc on a un certain nombre de mesures qui ont pour objectif de faire en sorte que quand une entreprise recrute, elle ait un intérêt financier, on peut se le dire, à recruter des jeunes, mais pas que. Ça, c'est le premier volet de mesures. Le deuxième volet de mesures, il est très important, c'est d'orienter et de former 200 000 jeunes supplémentaires cette année au regard des publics que nous avons. Et ça s'adresse bien entendu en particulier aux publics les moins qualifiés et les plus en difficulté parmi les jeunes inscrits à Pôle emploi. Ce sont des formations qualifiantes, sur lesquelles je vais revenir, des formations en particulier sur le domaine de la santé, des formations dans le numérique, et aussi un certain nombre de parcours pour les décrocheurs. Le troisième volet de ce plan, ce sont des moyens humains et financiers pour accompagner les jeunes les plus en difficulté. Vous l'avez indiqué, on est sur un public, le public qui est aujourd'hui le plus en difficulté et qui cumule tous les handicaps, a besoin d'un accompagnement renforcé, d'un accompagnement intensif pour lui permettre de franchir toutes les étapes de son parcours en direction de la recherche d'emploi, qui va passer par en particulier la formation. Donc les mesures qui ont été prises dans ce domaine-là, c'est un renforcement des moyens financiers et humains de Pôle emploi et aussi des missions locales pour accompagner ces publics les plus en difficulté. Quand on regarde ces mesures, ce sont des mesures que je qualifierais de structurelles. Ces mesures, pour la grande partie, existaient auparavant et là, le gouvernement les a amplifiées. 3 exemples. La prime à l'apprentissage, elle a pour objectif d'éviter que le nombre d'apprentis dans notre pays diminue au moment de cette crise. L'année dernière, on a fait plus 50 000 apprentis en France. Il y a eu 485 000 jeunes en apprentissage dans notre pays. C'est la première fois qu'on a atteint ce chiffre. L'objectif là, ce qui est prévu dans le plan, c'est de faire en sorte que ce volume d'apprentis ne baisse pas, parce qu'on sait que l'apprentissage, c'est un passeport pour l'emploi. Deuxième exemple, celui sur la formation. J'ai parlé de nouvelles formations pour les jeunes, mais c'est pour renforcer un dispositif qui a été mis en place il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle le PIC, le plan investissement et compétences. C'est 15 milliards d'euros que l'État a mis sur la table pour former les demandeurs d'emploi. Et là, on va accentuer le nombre de jeunes formés dans notre pays pour faire en sorte qu'ils puissent correspondre aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Et à ce propos, vous avez cité l'action de Pôle emploi. J'ai pris avec moi, parce que c'est un des sujets qui se pose à nous collectivement,
la liste des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en Occitanie et j'ai regardé les métiers, les 20 métiers les plus recherchés par ces jeunes dans notre région. On n'y trouve aucun jeune inscrit dans les métiers de l'industrie, très peu de jeunes inscrits dans les métiers du bâtiment, très peu de jeunes inscrits dans les métiers de l'informatique, dans les métiers de la santé, dans les métiers de la logistique, dans les métiers du transport, alors que dans notre région, en Occitanie, mais ce que je dis là est vrai également pour le niveau national, alors que ces secteurs-là recrutent, même en période de crise, recrutent. L'industrie dans notre région recrute, bien sûr pas l'industrie aéronautique, mais les autres industries qui existent sur notre région recrutent. Donc on a là un enjeu énorme sur lequel les équipes de Pôle emploi travaillent. Vous avez dit qu'on n'a pas réussi les appareillages. L'année dernière, quand même, pour vous donner un ordre d'idée, 89 000 jeunes avaient retrouvé un emploi en Occitanie. Donc voilà, ça aussi, c'est un message d'espoir, parce qu'aujourd'hui, des offres d'emploi existent, des formations sont disponibles pour amener ces jeunes vers ces formations et donc vers ces emplois. Un certain nombre de dispositifs sont mis en place et pas tout seul. Pôle emploi ne travaille pas seul dans cet univers. On travaille avec les associations. J'entendais le témoignage de Natacha. NQT fait partie, bien sûr, des structures avec lesquelles Pôle emploi travaille pour les jeunes diplômés. Nous travaillons avec les missions locales, avec l'APEC, avec l'ensemble des acteurs, les branches professionnelles, parce que j'ai cité les métiers qui recrutent. Encore faut-il que ces métiers soient connus des jeunes, que l'image qu'ils en ont, on la modifie pour être capable de faire en sorte que ces publics puissent bénéficier de formation et d'emploi dans ces secteurs. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cette table ronde. Écoutez, un grand merci pour votre décryptage et vos apports. Alors, ça tombe bien que vous m'appeliez Mélanie parce qu'elle va parler juste après moi. Je m'appelle Emmanuel, mais c'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas du tout grave. Et on est deux, c'est pas, c'est pas un souci. Moi, j'aime beaucoup Mélanie, de toute façon. Donc, notre prochaine intervenante, justement, donc s'appelle Mélanie Luce. Elle nous fait l'honneur et l'amitié d'être là avec nous. Et donc, elle est présidente de l'UNEF et elle va nous faire part, évidemment, du ressenti et de la position de cette instance qui représente une catégorie, en tout cas, importante d'étudiants. Mélanie, que j'appelle pas Emmanuel, la parole est à vous. Et donc, merci de votre intervention. Merci de l'invitation. Donc, effectivement, je suis présidente de l'UNEF, syndicat. Pour revenir un peu sur le débat, déjà, je vais m'appuyer un peu sur ce qui a été dit précédemment par le représentant de Pôle emploi. On a quand même une situation qui a touché la crise sanitaire, a touché très fortement les jeunes dans l'accès à l'emploi et a créé une précarité financière forte. Mais pour nous, on pousse l'analyse un peu, on revient un peu en arrière. Aujourd'hui, si on a un taux de chômage des jeunes qui est déjà particulièrement élevé, c'est parce qu'on n'est jamais revenu au niveau que celui-ci avait avant la crise de 2008. Donc les jeunes, déjà après la crise de 2008, ont été une des populations les plus touchées par le chômage de masse. Et à la suite de ça, on a eu des améliorations et notamment, on avait une baisse du taux de chômage des jeunes avant la crise du Covid-19, mais on n'est jamais revenu à la situation antérieure. C'est important de dire ça parce que je pense que donc l'analyse des raisons qui font que les jeunes sont une population qui est particulièrement touchée par le chômage, elle ne peut pas se faire sans ces éléments-là. Et à mon avis, elle ne peut pas se limiter à ce qui a été dit en introduction par Emmanuel Auriol, c'est-à-dire qu'il y aurait la question du manque d'expérience et la question des jeunes qui sont les jeunes NEET, donc qui sont sans emploi, sans études et sans formation. Moi, je vais esquisser une analyse un peu différente. Je pense que, bien sûr, la question de l'expérience, c'est toujours un sujet. Et nous, en tant que jeunes, on ne comprend jamais pourquoi, quand on regarde les offres d'emploi, on nous demande toujours d'avoir 1-2 ans d'expérience alors qu'on sort juste de l'université. Ça, c'est certain, il y a toujours un ressenti
un peu particulier sur ce sujet. Mais au-delà de ça, ce qu'on constate, c'est que enfin, je pense pas que la solution, elle soit dans l'idée de créer, enfin, de faire en sorte que les jeunes à l'université, quand ils font des études, ils travaillent plus. Au contraire, ce qu'on constate, c'est qu'au final, le nombre de jeunes qui travaillent pendant ces études, il est important. On a 1 jeune sur 2 qui travaille en même temps qu'il fait ses études, et c'est pas vrai que ces jeunes-là on trouve plus facilement du travail après. Par contre, ces jeunes qui travaillent en faisant leurs études, qui prennent un emploi étudiant parce qu'ils n'ont pas les moyens d'étudier sans cet emploi, réussissent moins facilement. C'est la première cause d'échec à l'université, de se salarier en même temps que ses études. Donc, effectivement, si je suis d'accord avec le diagnostic, on a un système d'enseignement et notamment en enseignement supérieur qui reproduit les inégalités et qui ne permet pas réellement un ascenseur social. On a la solution, elle n'est pas de faire plus travailler les étudiants. Si on veut développer l'expérience et la formation par la pratique, il y a effectivement des dispositifs qui sont à développer. La question des stages, des alternances, qui sont des dispositifs qui sont positifs et permettent effectivement aux jeunes de se former non seulement par une formation théorique, mais aussi une formation pratique. Je pense vraiment pas que la solution, elle soit uniquement là. Hem et donc ça, c'est en ce qui concerne les jeunes diplômés. Et nous, le diagnostic qu'on fait, c'est quand même que là, avec la guerre, les jeunes diplômés, ils rencontrent, ils sont dans une situation qui est difficile parce que, même si, effectivement, on sait, en tout cas, on espère que, la crise va bientôt s'arrêter, qu'on va pouvoir, reprendre notre, vie, comme, enfin, «comme avant» entre guillemets, avant, mais en changeant justement puisque, on se satisfaisait pas déjà de la vie, d'avant, mais qu'on va pouvoir, retrouver, facilement un emploi et cetera. On a quand même 750 000 jeunes qui ont été diplômés, cet été, et qui, ont eu, des plus grandes difficultés à rentrer dans le monde du travail. Parce que quand on a autant de jeunes qui arrivent en même temps dans le monde du travail et que, enfin ça a été dit, hein, il y a eu, des destructions, d'emplois qui ont été, importantes, bah, c'est difficile de trouver, un emploi et les barrières qui étaient déjà présentes avant sont d'autant plus importantes. Donc ça, c'est déjà, la première inquiétude sur la question des jeunes diplômés et je vais rejoindre donc ce qui a été dit, cette situation, elle crée une précarité financière. Parce qu'on quitte l'université, où pour certains, on avait, une bourse, un accompagnement financier et on se retrouve sans rien à chercher un emploi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Et ben, si on trouve pas un emploi qui correspond à nos qualifications, on va prendre un emploi qui ne correspond pas à nos qualifications ou, bah, qui nous permet tout simplement de vivre. Donc on va prendre un emploi, qui, nécessite pas du tout d'être diplômé d'un master, par exemple, mais, d'être diplômé, du baccalauréat et qui nous permet, d'avoir un emploi alimentaire, le temps qu'on trouve un emploi qui correspond à nos qualifications. Sauf que dans cette situation-là, on rentre dans une spirale parce que chercher un emploi en subvenant à ses besoins en même temps, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 2016, on a eu de l'aide à la recherche au premier emploi qui permettait d'accompagner les jeunes qui quittaient, l'enseignement supérieur, pendant plusieurs mois, en leur fournissant une aide. Donc c'était seulement pour ceux qui étaient boursiers à l'université et qui pouvaient continuer, d'avoir un accompagnement. Cette aide a été supprimée en 2019. Donc là, avec la crise sanitaire, eh ben, sans cette aide-là, pour nous, le risque, il est là. C'est-à-dire qu'on a une précarité très forte qui met en danger les étudiants, qui met en danger leur recherche, d'emploi et qui, risque aussi d'amener à terme à, un emploi, qui, ne correspond pas aux qualifications, des étudiants et donc aux années d'études enfin des jeunes et aux années d'études qui ont été, investies par ceux-ci. Donc c'est pour ça que nous, une des premières choses qu'on demande et des revendications qu'on porte dans la période, c'est une réponse, un accompagnement financier, des jeunes qui permettent, de se concentrer uniquement à la recherche d'emploi. Et en ce qui concerne les jeunes diplômés, ben, c'est, la remise en place d'une aide à la recherche au premier emploi, qui soit plus longue, qui concerne plus d'étudiants. On a eu, dans le plan Un jeune, une solution, aucune annonce en ce sens, en juillet. Par contre, il y a 2 semaines maintenant, on a le Premier ministre qui a annoncé, qu'il y aurait, quelque chose qui serait créé. Ça faisait, plusieurs mois que l'UNEF se battait justement pour que ce soit le cas. Alors on attend d'avoir des précisions parce que depuis, cette déclaration, rien n'a été, dit, rien n'a été fait concrètement. Donc combien ça sera? Qui va pouvoir en bénéficier? Ça, c'est ce qui va déjà nous montrer est-ce qu'il y a une vraie réponse, à la situation que nous rencontrons. Puis effectivement, après, je suis, d'accord avec ce qui a été dit, c'est encore plus difficile pour les jeunes NEET de trouver un emploi parce que ce sont des jeunes qui parfois sont déjà en recherche depuis 1 an, 2 ans et qui sont déjà dans une situation, difficile. Alors bon, simplement,
Moi, j'ai plusieurs réponses à ça. Déjà, vous parliez au tout début, en introduction, de la question, de la sous-qualification, des jeunes NEET. C'est certain, le diplôme, c'est la première protection, dans le monde du travail. C'est la meilleure, protection, donc pour ça que nous, on se bat pour démocratiser, l'enseignement, supérieur, et je suis d'accord avec le diagnostic. Aujourd'hui, on n'a que, 4 d'enfants d'ouvriers qui font, une thèse, 7 qui font un master. Donc on sait très bien qu'il y a une reproduction, qui est forte, et effectivement permettre à ce qu'on ait une formation qui amène jusqu'à un haut niveau d'études, toute une génération, ça répondra en partie, à cette situation. Mais ensuite, j'ai entendu, dire que, dans ces jeunes, il y aurait aussi une surreprésentation des jeunes issus de l'immigration. Là-dessus, je trouve que c'est enfin, si on dit ça sans entrer dans le fond des choses, ben, on, effleure le sujet, et effectivement, il y a aussi, ce qui touche les jeunes également, qu'on soit des jeunes, diplômés, qui viennent juste d'être diplômés, ou des jeunes NEETs. Il y a aussi la question du racisme dans l'accès à l'emploi, et je pouvais pas ne pas l'évoquer. Quand même, les chiffres de l'Institut Montaigne montrent que quand on s'appelle Mohamed, il faut déposer 4 fois plus de CV que quand on s'appelle Michel. Donc ça montre qu'il y a une discrimination, qui est forte, et on sait que cette discrimination, elle touche, malheureusement aussi, les femmes, quand on a, notamment, enfin, malheureusement, malgré toutes les réglementations, quand on a une femme qui est enceinte, elle a beaucoup plus de difficultés à trouver, un emploi, et on sait pourquoi. Donc, une fois que cette parenthèse est fermée, je voudrais, terminer, juste, parce que je vais prendre sinon, beaucoup de temps tellement il y a de sujets. Pour nous, la réponse là, dans la période, elle était donc d'accompagner financièrement les jeunes dans leur recherche, d'emploi, parce que les abandonner, à leur sort, bah, ça ne permet pas de trouver un travail. C'était également aider, favoriser, l'embauche de jeunes, et faire en sorte, d'accompagner, aussi, plus techniquement les jeunes dans la recherche d'emploi, et là, c'est plus ce qui a été dit dans la vidéo d'introduction qui, pour nous, fait mouche. Alors, pour revenir sur les 3 points, concrètement, dans le plan Un jeune, une solution, pour l'instant, bah, ce qu'il y a, c'est une aide à l'embauche des jeunes, mais qui concerne donc les entreprises. Les entreprises reçoivent, des financements d'exonération, et cetera, pour, embaucher. Nous, le problème qu'on a avec ça, et c'est pour ça qu'on ne considère pas que c'est une réponse structurelle, contrairement à ce qui a pu être dit, c'est que, il y a pas de contrepartie, exigée des entreprises. Ce sont, des recrutements qui se font, où il y a pas du tout d'obligation de recruter en CDI. Ça, à partir du moment où on recrute pour 3 mois, ça suffit, sauf que 3 mois, ça ne permet pas de s'insérer dans le monde du travail, et ça ne permet pas non plus d'assurer une protection sociale derrière, si, on perd, notre emploi, aux jeunes. Donc il y avait ça, il y a la question, de la garantie jeune, mais la garantie jeune, si c'est une aide nécessaire pour certains jeunes, elle ne permet pas de mettre en protection sociale non plus, les jeunes, puisque, bah, beaucoup de jeunes NEET ont déjà eu recours à la garantie jeune et ne peuvent plus y avoir recours puisqu'elle ne vaut que 1 an. Il y a également, la question du soutien à l'alternance. Bon, pour nous, toutes ces mesures, elles sont largement insuffisantes, parce que les 3 points que j'ai dictés, bah, on n'y répond pas. Parce qu'en ce qui concerne favoriser l'embauche de jeunes dans les entreprises, on le fait, mais pas sur le long terme. On ne répond pas à notre problème, qui est un problème de long terme. En ce qui concerne l'accompagnement financier, des étudiants, enfin des jeunes diplômés, en recherche d'emploi de manière générale, on ne le fait pas, parce que pour l'instant, comme je le disais sur la question des jeunes diplômés, on n'a pas de réponse, et sur les jeunes NEETs, bah, on n'a aucune, réponse non plus. La garantie jeune, comme je l'ai dit, n'est pas une réponse, et c'est pour ça que pour nous, il faut absolument qu'on puisse avoir accès au RSA, parce que ce qui plonge les jeunes dans une précarité financière abominable, c'est qu'on les considère encore comme des enfants, et que du coup, on considère encore que quand on a moins de 25 ans, on va se reposer sur nos parents. Et aujourd'hui, c'est pas possible. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à survivre dans cette crise, et qu'il y a de nombreux jeunes qui vont, faire la queue aux Restos du Cœur et aux différentes distributions alimentaires pour se nourrir. Et en ce qui concerne l'accompagnement plus technique dans la recherche d'emploi, il y a pas non plus de réponse, suffisante. Alors il y a eu un soutien, un dispositif, PIC. Pour nous, il faut mettre en lien les universités qui, ont une mission de formation à la rédaction de CV, une mission de formation à la présentation orale, le fait de s'exprimer à l'oral, au fait de faire des entretiens. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont trop peu faites dans les universités, qui sont, quasiment jamais inclus
qui n'est jamais inclus dans les maquettes de formation, pardon. Donc, ce sont souvent des cours en plus que vous pouvez faire si vous le souhaitez et si vous êtes au courant que ça existe. Donc, pour nous, il y a un vrai travail à faire dans les universités sur ce sujet-là et aussi de rapprochement des acteurs pour que ce soit plus facile le passage du monde de l'université au monde du travail pour les étudiants, notamment qu'il puisse y avoir qu'on puisse plus facilement renvoyer directement les jeunes diplômés vers Pôle emploi, vers les offres d'emploi qui peuvent exister. Il y a tout un travail de mise en lien des acteurs publics sur le sujet qui, pour nous, est nécessaire dans la période. Et c'est pour ça qu'on ne se satisfait pas du plan Un jeune, une solution tel qu'il a été fait aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le Merci tour de ce beaucoup. que nous... Oui, vous avez été trop longue. Oui, là, c'est pas respectueux pour les autres. Mais enfin, c'est pas grave. Vous apprendrez à être plus dans les temps, je suppose, avec l'expérience. Donc, on est vraiment très en retard. Ça veut dire qu'on aura moins de temps, malheureusement, pour discuter avec et prendre des questions. J'en suis tout à fait désolée, mais je pouvais pas reprendre la parole. En fait, quand vous l'avez, je peux pas vous interrompre. C'est la plateforme qui est comme ça. Donc maintenant, on va avoir la joie de terminer sur la discussion de l'expérience de l'ICAM. Si vous pouvez tenir le temps, ça serait bien qu'on ait un tout petit peu de temps pour peut-être pour prendre une question. Et donc, je donne la parole à Gilles Van de Caveille. Merci beaucoup. Merci. C'est effectivement une problématique qui est très complexe et qui va demander plus de temps, mais en dehors d'un simple colloque. L'ICAM, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui est implantée sur 6 sites en France. Et on fait de l'enseignement supérieur, mais on ne fait pas que de l'enseignement supérieur. On a aussi une activité de formation professionnelle pour des gens qui sont éloignés de l'emploi et qu'on souhaite remettre en selle et remettre à l'emploi durablement. Et c'est dans cette stratégie-là, dans cette idée-là qu'on a notamment lancé au sein de nos campus ingénieurs un projet d'école de production. Donc ça date déjà d'il y a 20 ans. Ce sont tout simplement des écoles qui forment des jeunes fragilisés, on va dire, sur des métiers manuels en tension dans le bassin économique dans lequel on se situe. Et ça concerne une partie des NEET, ça concerne surtout des 15-18 ans qui sont éloignés du système scolaire. Et c'est basé sur une pédagogie assez innovante, type école-entreprise, on va dire, dans laquelle on retrouve une formation manuelle à 70% du temps, où on retrouve des professionnels qui vont accompagner des jeunes pour les former à des métiers en tension, avec une production, avec les codes de l'entreprise, avec l'accompagnement qu'il faut. On parlait tout à l'heure d'un accompagnement adapté, effectivement, sur des jeunes qui sont parfois éloignés de l'école. Il faut prendre le temps et il faut s'adapter. J'ai pour habitude de dire qu'on prend tous les risques de l'apprentissage dans l'école pour ensuite, au bout de 2 ans, terminer par un diplôme, parce que c'est effectivement un passeport qui facilite la mise à l'emploi. Mais au départ, on prend des jeunes qui en sont très, très éloignés. Donc, c'est quelque chose qui a fait ses preuves depuis 20 ans, qu'on a déployé sur tous nos campus en France. Aujourd'hui, à notre échelle, c'est une goutte d'eau dans l'océan, puisque ça représente environ 120 jeunes sur la France, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer au niveau français. Et c'est un type de pédagogie qui a été développé et reconnu par l'État très, très récemment. Donc voilà, ça rejoint les problématiques des NEET qu'on a évoquées précédemment. Ça met en connexion l'école et l'entreprise qui devraient trouver le temps et les moyens nécessaires pour se rapprocher. En tout cas, c'est fondé sur des choses auxquelles on croit beaucoup, qui sont plutôt des valeurs humanistes à l'ICAM et la réalité du monde du travail, du monde économique, pour former des jeunes qui sont à la fois ouverts, adaptés et prêts à l'emploi. Donc voilà, je pense que c'est une toute petite solution. Ça veut dire qu'il en existe. Ça remet un peu en cause aussi la question de l'éducation, parce que est-ce qu'on est simplement dans une transmission des savoirs et des compétences, ou est-ce qu'on est dans une éducation un peu plus intégrale? Nous, à l'ICAM, on a choisi de faire plutôt le choix de mettre l'élève ou le jeune en exercice, c'est-à-dire à chercher et à trouver par lui-même sa voie, c'est la solution.
et s'appuyer sur la compétence du formateur. Et de fait, on arrive à des résultats plutôt probants avec une quasi-réussite à 100% aux examens et une mise à l'emploi très facilitée avec des employeurs, que ce soit grands groupes ou PME, qui se satisfont d'avoir un jeune opérationnel, quoi. Donc là, on est sur des métiers plutôt au niveau CAP, bac pro, des métiers manuels qui sont en tension, hein. Ça fait partie des métiers que Pôle emploi a listé tout à l'heure. Voilà. Réussir, ça ne signifie pas avoir de bonnes notes, en fait. Pour nous, c'est plutôt avoir la capacité à penser et à développer son projet professionnel et à s'adapter au contexte dans lequel on est. Donc, dans un environnement et un monde qui change. Donc voilà, on attache vraiment beaucoup d'importance au rôle et à la place de l'entreprise dans le parcours de l'apprenant. Et il faut aussi un accompagnement qui s'adapte. Voilà, donc en fait, pour moi, je pense que pour répondre au focus qui est posé aujourd'hui et à la thématique, dans le contexte qu'on connaît, je pense qu'on c'est en préparant pleinement les jeunes et en restant ouverts sur les méthodes éducatives et sur le lien et la réalité du monde économique qu'on trouvera des solutions. Mais il faut aussi relier ces solutions entre elles. Et on le voit bien aujourd'hui, on a quatre positionnements et il faut vraiment prendre le temps, notamment sur les NEET, pour éviter qu'on ait une jeunesse sacrifiée. Et je voudrais juste donner une petite anecdote qui s'est passée il y a 6 ans maintenant, et en lien avec le Cercle des économies, justement, où on avait eu, peut-être Jean-Hervé Lorenzi ou Eric Orsena s'en rappelleront, on avait fait le concours du Cercle des économistes Inventé 2020, la parole aux étudiants. Et l'ICAM y avait participé avec 3 élèves ingénieurs et 3 élèves, justement, ex-décrocheurs de l'école de production. Ça faisait 4 nationalités en tout. Et leur rendu de ce questionnement-là, c'était 2020, donc c'était à l'horizon 2020, le temps de relier ce qui est séparé. Et aujourd'hui, en fait, en vous écoutant, je mesure combien, d'abord, notre projet à l'époque était urgent et central. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est tout le contraire qui s'est passé, quoi. Donc, on est dans une société qui s'est un peu polarisée, des positions qui se sont radicalisées. Donc, je pense qu'il est vraiment urgent de relier les problématiques et arriver justement à conclure sur le fait que relier et mélanger, c'est pas la même chose, et que la culture et l'éducation se construisent sur des équations très complexes. Ça doit nourrir l'identité, mais ça ne doit pas conduire au repli identitaire. Donc, on doit vraiment contribuer à relier les entités et les personnes différentes qui composent notre société. Donc voilà pour ma parole. Merci beaucoup Gilles, puis merci donc d'avoir en plus raccourci votre temps de parole pour laisser la place au débat. C'est une touche d'espoir. Moi, ça me rappelle un peu ce que faisait aussi à un autre niveau, d'ailleurs, le directeur de Sciences Po, qui a un peu révolutionné cette fois-ci le monde des élites en disant les talents sont partout et il est temps que notre pays reprenne cette idée que les talents sont partout et qui méritent donc chaque jeune mérite d'avoir accès à un système qualifiant, voilà, qui le valorise. Alors, je propose, puisqu'on on est un peu en retard, de passer directement avec l'amphithéâtre virtuel, où on a la chance d'avoir des jeunes gens connectés qui vont nous poser des questions, donc à tous nos super intervenants d'aujourd'hui. Je vous donne la parole. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Donc, je m'appelle Mélissa et merci déjà pour vos prises de parole qui étaient très intéressantes. Donc, c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans les propos de Mélanie, donc sur la question des jeunes diplômés notamment. Et c'est vrai que je me questionne beaucoup parce que à l'heure actuelle, de ce que je sais, en moyenne, les jeunes diplômés mettent à peu près 18 mois à rentrer dans un premier job. Et donc actuellement, je pense que ça va être renforcé et que la crise a révélé cette problématique-là, donc qui était déjà présente. Donc je me demande si finalement, il n'y a pas quelque chose à faire aussi dans la modification de l'image que l'on a des jeunes. Parce que je trouve qu'il y a une certaine réticence, de mon point de vue, à embaucher des jeunes diplômés. Donc je voulais savoir si vous partagez cette idée et si vous êtes d'accord avec ça.
Alors peut-être Pôle emploi peut nous répondre, ça serait bien sur le. J'entends beaucoup de bruit là, je sais pas. Oui, peut-être Serge, peut-être vous pouvez nous donner justement le temps moyen d'après vos statistiques pour l'insertion des primo-entrants. Qu'est-ce que. Mais le chiffre qui a été donné, c'est une moyenne, mais en fait, elle recouvre, voilà, à nouveau, je l'ai dit, beaucoup d'écarts. Et tout à l'heure, j'ai bien insisté, même sur les jeunes diplômés. On a des jeunes diplômés qui recherchent dans les métiers qui recrutent en tension. Ces jeunes diplômés ne vont pas passer 18 mois inscrits à Pôle emploi. Ils vont sortir dans les mois qui suivent l'inscription. Des fois, ils y passent même pas par Pôle emploi. Par contre, et c'est le sujet pour moi qui est, j'en ai parlé, personne n'a rebondi dessus, mais on a un certain nombre de jeunes qui sortent de nos formations, de diplômes supérieurs, qui ne correspondent pas aux emplois recherchés et aux métiers recherchés. Donc effectivement, pour ces jeunes, c'est plus long, et le chiffre que vous citez, il s'adresse plutôt à ces jeunes, parce que ces jeunes-là vont chercher pendant un certain temps sur ces secteurs et ces métiers, ne vont pas trouver, vont entre-temps prendre des emplois précaires, voilà, et on met du temps à travailler avec eux sur leurs projets professionnels pour les faire évoluer, parce que sur les secteurs sur lesquels ils recrutent, c'est compliqué. Et pour répondre à votre deuxième question, je pense que, alors je ne sais pas s'il faut changer l'image des jeunes, mais ce que nous, on apprend au contact des jeunes, hein, et d'ailleurs c'est leur attente, hein, ils nous demandent de savoir comment ils doivent voilà, de travailler sur les savoir-être, comment mettre en avant leurs qualités, parce que voilà, quand un jeune se présente dans une entreprise, qu'il met en avant ses qualités, même s'il n'a pas d'expérience professionnelle, eh bien, c'est déjà un atout. C'est une première marche importante. Donc, nous, le travail qu'on fait, c'est bon, bien sûr qu'on essaie de changer l'image des jeunes auprès des entreprises, mais ce n'est pas notre boulot principal. Notre boulot principal, c'est de dire aux jeunes, vous avez des qualités, vous avez des atouts, il faut les mettre en avant, et puis leur donner aussi quelques codes de l'entreprise, parce que ça a été dit, les jeunes qui sortent de formation, universitaire ou non, n'ont pas les codes de l'entreprise. Et donc ça, c'est important également. Et c'est ça qui va changer l'image de l'entreprise. Merci beaucoup donc pour cette réponse. Peut-être Sylvaine, un mot sur l'image des jeunes. Est-ce que et cette justement inexpérience du monde de l'entreprise qui, à mon avis, peut être un obstacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, vous, du point de vue de Airbus? Oui, et je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Mélanie parfois, c'est que c'est une attitude de nos managers contre lesquels, en tant que ressources humaines, on lutte. C'est-à-dire que quand on lit les descriptions de postes, parfois, certes, ils vont vous demander un jeune diplômé, mais à la lecture des missions et des compétences recherchées, vous avez l'impression qu'ils recherchent en fait quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Donc en fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on essaye de leur faire prendre conscience des biais, conscients ou inconscients, qu'ils ont dans ce qu'ils recherchent quand ils ouvrent un poste. Ça, c'est la première chose. Après, pour ce qui est de l'image des jeunes, sincèrement, alors déjà au sein d'Airbus, pour vous donner une idée, on a 4 générations représentées. Donc non, je ne pense pas que ce soit quelque chose. Au contraire, nous, on est très friands de diversité. Alors c'est facile à dire, hein, mais c'est tout simplement parce qu'on a pu vérifier l'impact très positif que ça a et sur la créativité et sur l'engagement et sur la performance au global. On a mis en place par exemple ce qu'on appelle du reverse mentoring, c'est-à-dire des salariés un peu plus âgés qui, notamment sur toute la partie digitale, ne sont pas à l'aise et qui vont avoir comme mentor dans l'entreprise des jeunes qui, eux, sont beaucoup plus à l'aise. Donc, on essaye effectivement, comme le disait Serge, en chacun de voir à la fois ce qu'il peut apporter, en quoi il peut aider les autres, et inversement, ce en quoi d'autres peuvent les apporter. C'est cette complémentarité qu'on essaye de mettre en exergue et d'utiliser. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est certain. Sincèrement, c'est pas forcément ce qu'on vit au quotidien. Merci beaucoup. Alors peut-être Gilles aura une vision un tout petit peu différente puisque effectivement, dans ce qu'il nous disait à l'instant, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui n'ont pas du tout les codes de l'entreprise de par leur parcours et c'est discriminant ça évidemment. Donc je suppose que évidemment quand on candidate à Airbus, si on est ingénieur, on doit avoir les codes, on a déjà fait des stages, etc. Mais peut-être le public auquel vous essayez d'apporter donc votre soutien est légèrement différent.
Ouais, en 3 points, le savoir-être, les soft skills, c'est très, très important et on rentre dans un contexte, tellement incertain, tellement complexe que ça va devenir, des compétences clés pour s'adapter et pouvoir se développer et avancer, pour soi-même et pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, bien sûr qu'il faut appuyer là-dessus. Ça fait partie, nous, déjà de notre cursus depuis, très, très longtemps, on est une petite école à l'échelle française, mais nous, on en est convaincus. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand on s'adresse à des jeunes qui sont très éloignés du système scolaire, ben, effectivement, c'est à l'école de prendre cette part et de faire une éducation complète, intégrale, de déprogrammer parfois les jeunes pour pouvoir mieux les remettre en selle et ensuite avoir justement des jeunes opérationnels avec des compétences et une adaptation intéressante. Euh, et la troisième chose, c'est peut-être encore un message d'espoir ou d'optimisme. On a même des jeunes qui viennent chez nous, qui sont des ex-décrocheurs, qui décrochent le CAP, qui continuent leurs études et qui sont en train d'attaquer une formation ingénieur aujourd'hui. Donc voilà, je pense, je rejoins complètement le propos de tout à l'heure, qui est de dire, il y a un talent dans chaque jeune, mais il faut simplement relier les bonnes personnes entre elles. Il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on retourne dans l'amphithéâtre virtuel et je vais prendre peut-être, on m'a dit qu'il y avait au moins 2 questions déjà, donc je vais prendre ces 2 questions. Comme ça nous laisse un peu de temps pour y répondre à chacune d'entre elles. Ok, on va prendre la question d'Alexandra en premier. Alors, Alexandra en premier, on me dit. Oui, bonjour à tous. Alors, justement, Bonjour. je vais rebondir sur ce que M. Serge Lemaître a dit. Ce qui s'est étonné que personne ne rebondisse dessus, ben, je vais le faire. C'est pour aller un peu plus loin sur la source du pourquoi les jeunes diplômés aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de travail. Pour moi, la principale cause, c'est l'orientation. C'est que pendant longtemps, on a poussé les jeunes à faire des longues études parce que c'était prestigieux, parce qu'il fallait faire ça. Et on a complètement dévalorisé les filières professionnelles, les filières technologiques et aussi les formations possibles directement après la 3e. Donc, ma question, elle va être à ce niveau-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour justement revaloriser les filières qui sont autres que les filières générales, entre guillemets. Et aussi, au niveau des entreprises, je pense que ce serait peut-être une bonne chose que les entreprises se rapprochent non pas seulement de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'enseignement secondaire pour proposer plus de stages, plus d'alternance, plus de formations, plus de rencontres. On parlait tout à l'heure justement de relier les bonnes personnes avec les étudiants, donc voilà, de relier les entreprises, mais plus du coup avec le secondaire. Merci beaucoup Alexandra pour cette intervention et cette question. Je vais prendre la deuxième question si c'est possible. Oui, nous Comme avons ça, une question d'Anita. Alors Anita, je vous écoute. Bonjour. C'est super, c'est un amphithéâtre fille. Ma question rejoint totalement celle d'Alexandra. Pour vous, quel projet pouvons-nous mettre en place pour du coup lutter contre cette asymétrie de l'information, du fait de dire les jeunes sur le milieu de l'emploi, on n'arrive plus aujourd'hui, les entreprises n'arrivent plus à comprendre les compétences des jeunes. Après leur diplôme, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils attendent, et pour vous, quels seraient les projets à mettre en place, comment on pourrait réduire ce fossé d'information? Est-ce que vous pensez que des ateliers, des webinaires, des rencontres chaque année, peut-être 2 fois par an, par région, par secteur, par département, vous pensez que c'est des solutions à mettre en place et pour valoriser et aussi montrer que dans le monde, que dans l'enseignement supérieur, il y a également des sources qui peuvent intéresser les entreprises, comme les juniors entreprises, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anita. Donc qui veut réagir parmi nos experts sur le premier point qui est l'orientation? Moi je peux dire un mot là-dessus en tout cas. Moi je pense qu'effectivement une solution, hein, c'est quand même que les universités, les formations, qu'elles soient professionnalisantes ou pas, collectent des statistiques comme normalement c'est obligatoire sur l'insertion de leurs étudiants à l'issue de leurs études et que ces informations soient transparentes pour les familles et les jeunes avant qu'ils s'inscrivent à l'université ou qu'ils choisissent une filière courte ou longue, peu importe. C'est important de savoir quels sont nos débouchés. Je prendrai qu'un exemple. La France forme 40% des psychologues européens. Évidemment, tous ces diplômés qui vont avoir un master de psycho vont pas
pas tous pouvoir exercer le métier de psychologue, à moins qu'ils immigrent ailleurs, puisqu'on en forme trop. Donc, il me semble qu'une des responsabilités donc, des universités qui délivrent des diplômes doivent, et de toutes les formations qui délivrent des diplômes, c'est d'être transparent. Donc déjà de limiter cette asymétrie d'information entre les étudiants qui pensent en toute bonne foi qu'ils vont avoir un emploi à l'issue de leur formation et la réalité du marché du travail qui est des fois différente. Et évidemment, ça heurte une fois de plus ceux qui ne sont pas bien connectés, ceux dont les parents n'ont pas fait forcément des études supérieures ou longues, et donc ils sont moins bien informés. Je donne la parole maintenant eh bien, à qui veut bien Moi, je la veux prendre d'ailleurs. Je vous en prie, Mélissa. Mais déjà, Mélanie, mais déjà, je suis pas d'accord Ah, avec mais je vais l'exemple. décidément. Euh, 40, enfin, on formerait 40% des psychologues européens. Je vais donner un autre chiffre. Là, une des grosses crises que rencontrent les étudiants, c'est la question de la santé mentale. On a un chiffre qui a été calculé par l'association Nightline. Il y aurait un psychologue pour 30 000 étudiants dans les universités aujourd'hui, contre un pour 2600 aux États-Unis, un pour 7600 en Autriche. Donc déjà, si on créait des postes dans les universités de psychologues, il y aurait largement pour embaucher toutes les personnes qui sont diplômées. Mais sinon, moi, je pense qu'il y a effectivement un sujet d'orientation, de valorisation des différentes filières, c'est certain. Et notamment, je voulais le dire tout à l'heure sur la question d'Airbus, si on a une orientation, on a aujourd'hui une orientation qui est très genrée. Et donc, pour nous, il faut travailler au niveau des professionnels de l'orientation, qui doivent avoir une formation plus importante, qui permette de déconstruire les stéréotypes. Et il faut aussi travailler au niveau des formations, donc de la pluridisciplinarité des formations, pour que nos débouchés soient plus importants. Mais on pense quand même que hausser le niveau d'études, c'est une des réponses principales. Puis je terminerai sur une chose. Pour nous, la réponse, elle n'est pas que du côté des universités. Et c'est pour ça que je suis vraiment d'accord avec la première question. On ne peut pas tout mettre sur le dos des jeunes qui ne seraient pas assez expérimentés et des universités qui ne les formeraient pas assez. Il y a les entreprises qui ont aussi leur responsabilité à évoluer effectivement dans la manière dont elles voient les jeunes et dans les postes qu'elles proposent. Et il y a effectivement une question de relation entre université et entreprise, notamment, enfin là ça rentre dans du technique, mais tout ce qui est fiches RP sont les fiches qui décrivent les compétences qu'on a acquises lorsqu'on a un diplôme. Et c'est vrai que ces fiches-là ne sont pas connues de toutes les entreprises. Et pour nous, il y a un vrai travail de lisibilité des diplômes à faire. Merci beaucoup. C'est tout à fait oui, pertinent, je pense. Enfin, c'est complémentaire en tout cas pour moi. Est-ce que quelqu'un voudrait Ouais, réagir juste sur peut-être, le... Oui, bien sûr, Serge. oui, Allez-y. pour compléter ce qui a été dit, parce que bon, il y a le sujet des universités, il y a les- le lien éducation, enfin université-école, entreprise, mais plus globalement quand même, et ça n'a pas été repris. Je pense qu'effectivement, ça a été dit par Gilles. Aujourd'hui, les entreprises recherchent bien sûr des ingénieurs, mais elles recherchent des personnes qui ont des niveaux CAP, qui sont formés, qui sont qualifiés. Il y a des vrais, enfin, il y a énormément de métiers qui aujourd'hui sont en attente de recrutement sur des jeunes avec des niveaux CAP, BEP, bac, bac pro. Enfin, je pense qu'il y a, et c'est pas qu'un problème d'université, c'est pas qu'un problème c'est un problème global. C'est qu'aujourd'hui, on a, voilà, on a des générations à 80-90% qui ont le bac, mais en termes d'employabilité et de besoins des entreprises, eh bien, on n'est pas au rendez-vous. Enfin, il faut quand même, enfin, je pense que le problème, il est quand même majeur et il ne concerne pas que l'université, il concerne globalement tout le système de formation et aussi, je dirais, même un problème de société parce qu'il faut se poser aussi la question des parents. Enfin, donc, le sujet est quand même d'envergure, hein, il est posé, les métiers manuels ne sont pas valorisés, les entreprises ont leur part également, mais nous on le voit au quotidien puisqu'on organise très régulièrement dans nos agences des rencontres entre des jeunes et des chefs d'entreprise qui viennent présenter leur métier, ils viennent avec des jeunes qu'ils ont recrutés pour montrer l'exemple en disant ben voilà, moi j'ai réussi, j'ai fait ma vie dans cette entreprise, j'ai démarré à ce niveau-là, et c'est ça qu'il faut multiplier entre autres, pour répondre en partie à ces questions d'orientation. L'exemplarité, voilà, des exemples par milliers de jeunes qui ont travaillé, qui ont démarré sur ce type de niveau et qui ont progressé ensuite. Et je confirme, les entreprises ont leur part, mais voilà, c'est un travail qu'il faut également réaliser avec elles. On le fait. L'exemple que Gilles cite est également intéressant. Mais voilà, il faut aborder ça dans toute sa...
toute la problématique. Ça ne concerne pas, à mon avis, que l'université. Oui, non, alors j'étais maladroite, hein, je ne voulais pas dire que l'université, je voulais dire que l'ensemble des formations qualifiantes doivent donner, et c'est aussi une courroie de transmission qui doit avoir lieu entre votre agence, Pôle emploi, et la formation, de dire il y a des boulots sous tension, on a besoin voilà, de tel et tel type de profil, et normalement c'est une obligation légale que les formations qualifiantes donnent les débouchés de leur formation. Ça paraît normal d'informer les gens sur là où ils mettent leurs enfants. Et je pense que ça, honnêtement, ça ne se fait pas. Il y a que c'est un délit d'informer la France, hein. Donc, il y a des gens qui sont très bien connectés, qui savent parfaitement où il faut envoyer leurs enfants, et d'autres qui le savent pas. Et moi, ça me scandalise chaque fois que je vois ça. Je suis navrée, c'était absolument passionnant, mais on m'envoie des textos en me disant il faut arrêter, il faut arrêter. On a dépassé un peu le temps. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement tous nos intervenants ainsi que les jeunes qui ont participé via les réseaux sociaux et puis dans l'amphithéâtre numérique. Merci encore à vous quatre, c'était très utile. Et donc, je vais passer la parole à Eric Orsena qui nous fait aussi l'honneur et l'amitié d'être là aujourd'hui. C'est une caractéristique du cercle que de mélanger la culture avec les débats de très bon niveau et l'économie. Et donc, justement, la culture dans tout ça.